Le palais de l'Élysée, une splendeur architecturale située en plein cœur de Paris. Au lieu du pouvoir depuis 150 ans, c'est l'un des endroits les plus prestigieux de France. Du sous-sol au deuxième étage, plus de 11 000 mètres carrés. Appartements privés, salons, bureaux, salles de réception. Le palais de l'Élysée, c'est en tout 365 pièces. À l'intérieur, tapisserie du XVIIIe siècle, plafonds et mobiliers dorés à leur fin, salon de prestige décoré de véritables pièces de musée. Le palais est une fenêtre sur le patrimoine français. Dans la salle des fêtes sont reçus les présidents, chanceliers, rois et reines de la planète lors de prestigieux dîners de gala. Ces réceptions somptueuses, dans la plus pure tradition française, peuvent accueillir jusqu'à 260 convives. Au cœur de cette ruche bouillonnante d'activités, dans les sous-sols de l'aile droite de l'Élysée, se trouvent les cuisines, le ventre du palais. C'est ici qu'on confectionne les mets qui séduisent les grands de ce monde. Bon alors, les légumes ce matin. Tout ça va, les radis aussi. Le chef des lieux, c'est lui, Bernard Vaution. Tous les matins, il réceptionne et vérifie les marchandises livrées au palais. Voilà, le calibre qui a été demandé, c'est bien celui-ci, donc ça a été respecté. Voilà, après ça, bon, les radis, il n'y a rien de particulier. Les tomates aussi. Pendant 2 ans, le chef des cuisines de l'Élysée nous a ouvert ses portes. En immersion avec cet homme de l'ombre, nous avons eu un accès exclusif aux coulisses de ce lieu où chaque jour, l'on décide de l'avenir de la France. Ce jour-là, pour Bernard Vaution et son équipe, l'enjeu est de taille. Bernard doit préparer le dernier déjeuner officiel du président Nicolas Sarkozy, qui s'apprête à quitter ses fonctions. Son invité est son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Il n'est que 9 h, donc ça nous laisse jusqu'à 13 h, quand même 4 heures de temps pour élaborer toutes les choses. En cuisine, le compte à rebours a déjà commencé. Toute la brigade est sur le pont. Ils sont 20 au total. Il y a ceux qui récurent les casseroles, ceux qui épluchent les légumes, ceux qui travaillent le poisson et ceux qui surveillent les sauces. Et pour les desserts, il y a même une équipe de pâtissiers, comme dans les grands restaurants. Ici, l'organisation est quasi militaire. Nous sommes en train de décortiquer les homards qui vont être servis pour le déjeuner. Voilà, la cuisson est parfaite. Donc l'entrée, ça va être constitué de homards. Il y aura des pointes d'asperges également qui vont être dressées entières sur le côté. Voilà, homard, une petite salade et une petite sauce avec ça. Le menu, toujours raffiné, est élaboré plusieurs semaines à l'avance. Pour un déjeuner d'État au palais, rien n'est laissé au hasard. Ici, les arts de la table sont soumis à un protocole ancestral. Tout a commencé il y a presque 300 ans. Achevé en 1720, le palais de l'Élysée s'appelait à l'origine l'Hôtel d'Évreux. Il fut construit pour Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, un riche aristocrate. Parmi les propriétaires qui vont se succéder, se trouve également la marquise de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV. Juste après la Révolution française, le palais sera même une maison close pendant quelques années. Il changera souvent de nom, avant de devenir enfin le palais de l'Élysée, sous l'ère du maréchal d'Empire Joachim Murat, beau-frère de l'empereur Napoléon Ier. C'est la résidence officielle des présidents français depuis 1848. Le premier locataire s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, outre le président de la République, sa famille et ses plus proches collaborateurs, chaque jour, environ 1 millier de personnes viennent travailler dans ce lieu mythique. Parmi eux, Bernard et ses cuistots. Les chefs des cuisines de l'Élysée sont les gardiens du temple. Ils doivent composer avec des interdits et des règles très strictes. État de santé, goût personnel, religion, tous les détails relatifs à la personnalité d'un chef d'État sont importants. Le président sénégalais étant musulman, il faut donc faire très attention aux plats qui vont lui être servis. Le menu devient alors
une véritable affaire d'État. Assaisonné avec les œufs de homard et des herbes fraîches. Je fais des propositions au président, c'est lui qui valide ce qu'il veut manger. S'il y a des interdits alimentaires, on nous le communique avant, par le biais du Quai d'Orsay ou directement par l'ambassade. Mais bon, pour ce qui est d'aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Et pour ne pas commettre d'impair, la cuisine de l'Élysée a un principe. Éviter la viande de porc lors des réceptions internationales. On ne met pas de porc tout simplement parce que si parmi les invités, il y a des gens que ça peut déranger, tout ça, ça évite tout problème directement. Anticiper, savoir s'adapter et toujours se montrer créatif. Ce sont les règles d'or du chef de l'Élysée. Oui, allô? Bernard le sait, il est le garant de l'excellence à la française, car la diplomatie passe aussi par les estomacs. Si à l'issue du repas, qui est un bon repas, qui s'est bien passé dans de bonnes conditions, ça peut aider à signer des contrats. Monsieur Attali nous l'avait expliqué une fois à l'époque, ça du temps de Mitterrand. Il trouvait très important justement les repas qui aidaient un petit peu à ce que la suite se passe bien. Voilà. Il y a une pression permanente de tout ça quand même, hein, qui est un petit peu usante malgré tout. Après l'entrée, le plat principal, une pastilla d'agneau. Une idée originale de Bernard et un calcul gastronomique pour plaire à l'invité du président. Donc c'est une épaule d'agneau qui a été confite pendant 3 heures. Le fait de cuire une viande comme ça assez longtemps, c'est partie de leur cuisine à eux. Il y a même un petit peu de gingembre également à l'intérieur. Donc tout ça, ça relève un petit peu et ça peut correspondre un petit peu à leur façon de manger également. Voilà. En accompagnement, une recette plus française, les pommes de terre Pont-Neuf. C'est l'ancêtre de la frite, sauf qu'à l'Élysée, elles sont faites une à une, coupées au millimètre près. Alors on les taille à la main tout simplement pour que ça soit bien régulier au plus, avec un petit gabarit comme ça. Le goût du détail, c'est un petit peu notre identité quand même, bien sûr. Autre symbole de la tradition culinaire très chère au palais, ces casseroles en cuivre, 300 au total, de véritables pièces de musée, encore en état de service. Tous les cuivres qui sont présents dans cette maison sont de 1845. Et celui-ci, vous voyez, on voit bien la date. On voit la provenance, le château de Fontainebleau et Louis-Philippe, le dernier roi de France. C'est vraiment un élément qui est très important pour nous cuisiner, d'avoir des cuivres comme ça. Très épais, anciens, voilà, qui fonctionnent bien, toujours. À l'autre bout du palais, l'intendance prépare la table. Tradition, raffinement et goût du détail, les ingrédients indispensables pour un déjeuner d'État réussi. Séance de repassage méticuleux, avant de disposer la vaisselle. Dresser la table à l'Élysée, c'est une véritable science. Ici, pas un bruit. On parle à voix basse. Donc elle doit être parfaitement centrée sur la table. Donc là, on va dans la longueur et la largeur. Le choix de la vaisselle fait également l'objet de concertations entre les cuisines et l'intendance. 2 objectifs, impressionner les invités et surtout mettre en valeur les plats de Bernard. Pour la mise en place, nous avons choisi le modèle oiseau. C'est le modèle le plus prestigieux en fait que l'on a. Donc vous voyez le doré à leur fin avec plein de petits détails de couleurs qui relèvent la table en fait. Ce sont des pièces de collection, donc ce sont vraiment des valeurs inestimables en fait. Et voilà, ils font partie du patrimoine français. Voilà. Quelles que soient les années, toutes les pièces servent. C'est un musée vivant. Ce vaisselier hors norme contient 5000 assiettes, dont les plus précieuses valent jusqu'à 6 000 €. Ces services uniques peints à la main sont fabriqués à Limoges et à la manufacture de Sèvres. Une assiette cassée est aussitôt remplacée. Ici, pas de lave-vaisselle. Les assiettes sont manipulées avec précaution, lavées et séchées à la main. Mais il n'y a pas que des pièces anciennes. La porcelaine de l'Élysée se renouvelle de temps en temps. Je vais vous présenter le service Favier, qui est le service le plus récent en fait. Voilà. Donc ça représente les constellations. Il a été fait pour l'an 2000, à la demande de Madame Chirac. Il a été fait pour le passage à l'an 2000. Et d'ailleurs, en cuisine, ce modèle plaît beaucoup parce qu'il est assez sobre au niveau de la décoration de l'assiette. Mais par contre, il rehausse, il met en valeur les entrées, les desserts. On doit faire connaître le savoir-faire à la française, bien sûr, à travers le monde, de par les chefs d'État qui passent dans la maison.
La mise en place peut alors commencer, méticuleuse et précise. Chaque assiette est placée à exactement 2 cm du bord de table. Chacune est éloignée de sa voisine de 55 cm. Lors des grands dîners, la distance requise est de 70 cm. Prennent place ensuite couverts en argent et verres en cristal. Au bout d'1 heure, la table est dressée. Les verres sont ordonnés en losange et le livret du menu vient d'être envoyé par l'imprimerie nationale. Tout a l'air parfait, mais une dernière vérification s'impose. On a toujours des petits soucis avec le pliage des serviettes qui ne tient pas forcément très longtemps. Donc on fait toujours un petit tour avant le passage à table. On a également un petit détail qui est très important, donc le monogramme sur l'envers des couverts, mais également sur le verre. Donc le petit tour final est très important parce que le monogramme est très discret, mais très important dans la mise en place. C'est grave si c'était du mauvais côté? C'est un peu gênant pour l'ordre de la maison, quoi. Enfin, voilà, ça fait un peu désordre. Une fois l'ordre rétabli, vient la touche finale, la composition florale. Sur cette table, les bouquets seront placés comme le reste, au millimètre près. L'invité peut désormais arriver. « 12h45, le convoi du président sénégalais arrive dans la cour d'honneur. Conformément au protocole, le président Nicolas Sarkozy accueille son invité sur le perron du palais. Une poignée de main pour les photographes avant de se diriger vers la salle à manger. Dans les cuisines, c'est le coup d'envoi. L'entrée est partie sur la table du président. Pour Bernard Vaution et ses équipes, la pression monte. Cuisson, température, rapidité, le chef n'a pas droit à l'erreur. Car le président a l'habitude de déjeuner rapidement et il a horreur d'attendre. Allez, au chaud. Pastilla. Oui, on suit. Pommes de terre, ça arrive. Il faudrait faire un petit coup de brillant sur les abricots, s'il vous plaît. Alors là, en temps restant maintenant, il doit nous rester environ 4 à 5 minutes, pas plus. Vous avez ça ou pas? Autre équation à résoudre, la composition des plats. Oui, 3 secondes. Bah, après, ça va faire charger, non? Là, tu les montes comme ça. Ou alors derrière, un petit peu, là. Ah oui, mettez-en un petit peu. On peut faire une dans l'autre sens, voilà. Non, ouais. Vas-y, mets comme ça aussi. Voilà. Non, ça suffit, ouais, c'est bon. Au chaud. Voilà, maintenant on va attendre le départ. Il y a une sonnette qui va retentir pour nous faire l'envoi. La tension, elle est palpable parce que chaque repas est différent. Et puis, on a beau avoir l'habitude, il peut toujours se passer quelque chose. Hein. Un plat qui tombe simplement. Hein. Oui, attendez. Allez, 2 coups. 2 coups de sonnette. Le président doit être servi dans moins d'1 minute. Chez les pâtissiers aussi, le décompte est déjà engagé. On n'est pas comme un restaurant où le client attend son assiette et le chef a décidé du timing. Là, le président va nous donner son timing et c'est à nous de nous adapter. Allez, on le passe. Il n'est pas question de lui dire attendez, la cuisine n'est pas tout à fait prête, ça sera dans 5-6 minutes. Non, ça c'est hors question. Si la minute dépasse, on voit le président qui commence à se retourner puis chercher quelqu'un du regard pour dire alors qu'est-ce qui se passe. C'est bon? C'est une gymnastique quand même un petit peu. Hein. Oui. À chaque repas officiel, Bernard doit atteindre l'excellence. Le grand défi pour nous, dans tout ce qui est officiel comme ça, c'est de ne pas se tromper, d'assurer absolument tout, de veiller à tout ce que se passe bien, que ce soit les cuissons, l'organisation. Donc voilà, et ça, c'est compliqué des fois. Voilà, parfait. Parfait, comme toujours au palais, où chacun doit marcher au pas cadencé imposé par des patrons très exigeants, les présidents de la République. Nous sommes dans le Loiret,
dans le village de Chuel. Loin de l'agitation des cuisines de l'Élysée, Bernard Vossion vient régulièrement se ressourcer ici, dans sa maison de campagne. En 40 ans de service, Bernard a connu 6 présidents différents. Une carrière émaillée de rencontres extraordinaires. Rencontrer, comme là, les présidents italiens, par exemple, ou M. Shimon Peres en Israël. Donc c'est quand même des personnages importants du monde politique mondial. Ou le président Obama, bien sûr. C'est quand même toujours un petit peu impressionnant de le rencontrer, puis de pouvoir échanger un petit peu voilà, avec cette photo qui a été prise dans le salon principal de la Maison-Blanche. On a quand même cette impression d'être privilégié d'avoir rencontré tous ces gens. Mais chez Bernard, ce sont avant tout les présidents français qui sont mis à l'honneur. Le président de la République connaît son cuisinier, ses chefs qui font à manger pour sa famille, pour lui, pour l'officiel, pour le privé, déplacements en vacances, tout. Donc il y a quand même une relation particulière par rapport à, c'est pas péjoratif, mais le garde républicain qui l'accueille le matin ou autre, voilà, il y a une relation qui est quand même différente, le fait de les nourrir, moi je pense. Bernard ressort pour nous ses photos, 40 ans de souvenirs, qu'il a consignées dans ses albums avec Evelyne, sa femme. Tu fais ton tri? Je regardais, oui, justement, là, il y a des souvenirs qui reviennent. Hein. Il y en a certaines que je ne savais pas qu'on avait ça, tu vois. Des documents, parfois surprenants. C'est avec Paul Bocuse. Tiens, Paul. Tiens, Jacques Chirac, là aussi. Avec Ribéry. Ribéry. Voilà, il y a des photos avec Miss France, par exemple. On retrouve Miss France, là. Un éventail très large qui va de Miss France à Michel Drucker, en passant par un éminent cardiologue, le professeur Christian Cabrol. Les célébrités se succèdent dans les cuisines très privées de Bernard. Pourtant, lui-même ne vient pas de ce monde-là. À 20 ans, alors qu'il effectue son service militaire comme cuistot dans la marine, Bernard postule comme commis pour les cuisines de l'Élysée. Sa carrière est lancée, tout en bas de l'échelle. Là, je suis commis, hein, au départ. Premier commis, voilà. Je démarre un petit peu voilà, dans la maison. Hein, ouais. Au fil des ans, Bernard gravit les échelons. Il devient le témoin discret des habitudes et manies des chefs d'État et de leurs épouses. Bernard ne croisera le président Pompidou que l'espace de quelques semaines. Il décède brutalement le 2 avril 1974. Le premier président avec lequel il va vraiment travailler, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Sous sa présidence, de 1974 à 1981, Bernard va passer de commis à demi-chef de parti, puis sous-chef de la brigade. Et ben là, j'ai une photo, il me serre la main, voilà. Oh, Giscard d'Estaing, plutôt quelqu'un d'agréable, très précis, quelqu'un de très maniaque, très... Voilà. Ça va jusqu'aux chaussures des maîtres d'hôtel bien cirées, qui regardaient... Voilà, lorsqu'il descendait au perron dans la cour de l'Élysée, qui recevait un hôte important, s'il voyait des gens aux fenêtres tirer le rideau pour regarder, ça ne lui plaisait pas, par exemple. Voilà, plein de choses comme ça. Il fallait que tout soit bien calé. Hein, oui. Très précis dans le choix de ses menus, bien observer ce qui se passe et puis faire un compte-rendu après un déjeuner, un dîner. Bah, ça me plaît pas, ça, faut pas le faire comme ça. Voilà. Vraiment, il était assez impliqué, lui, dans le choix des menus et puis dans la façon dont on le traitait. De 1981 à 1995, sous l'ère de François Mitterrand, Bernard est promu adjoint du chef. C'est l'époque du faste et des grands voyages. Bernard et son équipe accompagnent alors le président lors de ses déplacements à l'étranger. Leur mission, préparer des dîners de gala à la française. C'était le même système de fonctionnement qu'à l'Élysée, donc une proposition de menu. Donc le président savait que c'était le menu pour telle ambassade de France à travers n'importe quel pays du monde. Et le menu donc était choisi. Nous, après, on fait les courses. On emballe toute la marchandise 2 jours avant. Et puis après, on prend l'avion et on cuisine comme au palais, mais dans n'importe où dans le monde. C'était le but, de refaire un petit peu la même chose qu'à l'Élysée. Donc ça veut dire emmener la vaisselle, ça veut dire emmener des fleurs, emmener... tous les ustensiles utiles pour faire à manger, et puis bien sûr toutes les denrées. D'accord, mais ça se fait plus ça. Et non, ça se fait plus du tout. Mais Bernard n'a pas beaucoup de souvenirs de François Mitterrand, un président qui ne descendait pas souvent dans les cuisines. Le président Mitterrand est descendu une fois.
en 14 ans. Voilà. Moins chaleureux, ça c'est clair. Voilà, quoi. Ouais. Et il aimait bien manger aussi. Mais il aimait manger aussi, bien sûr, oui. Le ton change avec l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac en 1995. Contrairement à ses prédécesseurs, le couple présidentiel vit à plein temps au palais. En véritable maîtresse de maison, Bernadette va d'ailleurs chambouler le fonctionnement des cuisines. Rien n'échappera à son contrôle. Madame Chirac tenait absolument à vérifier tous les détails, en fait. Ça va de la nappe, du choix de la nappe pour la table, la vaisselle, quel service va être employé, et après la façon dont on va élaborer le menu. Et la présentation surtout, parce qu'avec chaque dessert, une présentation en sucre, par exemple. Donc elle voulait avoir un aperçu complet de toute la soirée. Avril 2004. Élisabeth II est en visite pour un dîner d'État. Pour accueillir la reine d'Angleterre, la première dame de France se met une énorme pression. Pour être certaine de réussir son coup, elle organise même une répétition générale. Une répétition pour le service. Madame Chirac jouait le rôle de la reine d'Angleterre, donc c'est vrai. Pour elle, c'était important parce que sa réputation de première dame de France, et puis donc que rien ne cloche et que voilà, que tout soit bien réglé pour le jour J, quoi. Cette visite sera un succès. Bernadette Chirac a réussi son pari. Bernard aussi. En 2005, Jacques Chirac le nomme d'ailleurs chef des cuisines de l'Élysée. C'est la consécration. C'est certainement une des raisons pour lesquelles il garde un si bon souvenir de ce président, mais pas seulement. Le président Chirac, c'est vrai qu'il était quelqu'un de gourmand, on va dire, et puis en plus, c'était très humain, quoi. C'est vrai qu'il avait une vraie passion pour les cuisiniers et tout ça, donc nous, on avait plaisir à lui faire à manger, et quand c'était bon, il nous le faisait savoir ou nous appelait. Carrément à la table, le soir en privé, devant sa télé, il aimait bien que... moi, je suis monté plusieurs fois, et puis partager ce petit moment de 30 secondes, 1 minute, pour remercier en direct. Voilà, c'était sa façon, une bonne poignée de main, et puis merci beaucoup pour le dîner. En 2007, avec Nicolas Sarkozy, c'est une petite révolution au palais. L'hyper-président déserte régulièrement les lieux pour déjeuner en tête-à-tête avec Carla, à l'hôtel Meurice, un palace situé dans le 1er arrondissement de Paris. La presse en fait ses choux gras. Sarkozy n'aimerait pas la cuisine trop sophistiquée du palais. C'est vrai que le président Sarkozy véhiculait une image qui n'est pas gastronome. Mais en fait, il s'intéressait beaucoup à la gastronomie, et pareil, toujours lui et personne d'autre qui choisit les menus. Ça, surtout pas. Il ne fallait pas s'amuser à choisir pour lui n'importe quel repas, privé, officiel. Donc voilà, et puis un œil très affûté sur l'arrivée des plats ou des assiettes, la composition. Le président Sarkozy voulait surtout de la rapidité dans l'exécution des repas. Donc pour lui, le fromage ne lui semblait pas indispensable. Et du coup, en même temps, on gagnait du temps sur le repas, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que l'Élysée n'achetait plus de fromage? Ben non. On n'achetait plus de fromage pour les tables officielles. Non. C'est quand Mme Merkel venait, là par contre, et c'est lui-même le président qui nous le disait, surtout n'oubliez pas son assiette de fromage. On faisait toujours une assiette à part, c'est Mme Merkel voulait manger du fromage. Voilà, mais c'était tout le monde s'en privait, du coup. Oui. Les petits secrets des coulisses de l'Élysée, Bernard les partage au compte-gouttes. Il a travaillé pendant 40 ans dans un milieu où la discrétion est vivement conseillée. Un mois est passé depuis le dernier déjeuner officiel du président Sarkozy. Mai 2012. Le nouveau locataire de l'Élysée s'appelle François Hollande. Le président change, mais pas le cuisinier. Bon, alors on va attaquer les fruits de saison. Les fruits de saison, ouais, ça... En compagnie de Dominique Faye, exportateur de produits gastronomiques français, Bernard se rend à Rungis, le plus grand marché de France. Ici, dans le ventre de Paris, on trouve de tout. Des truffes à 1 000 € le kilo, des poulets de Bresse, des viandes venues de toute la France. Le chef est dans son élément. Il vient ici 1 à 2 fois par an.
belles oranges sanguines. Ça, c'est bien, ça. Bien, oui. Ça, c'est bien, ça, tu vois. Mais c'est bien, ça. Ça C'est sent, un arbre de ça la sent bon. présentation. Et puis c'est bon, c'est beau produit. Ah, c'est beau, c'est beau, oui. Ça sent bon, ça. Ça sert à quoi de faire ça? Là, on sent bien le produit. Moi, j'aime bien toucher, moi, donc c'est agréable. Bernard fait le tour du marché à la recherche des meilleurs produits. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'Élysée n'a pas de fournisseur officiel. Tous les producteurs sont donc mis en concurrence. De temps en temps, faire un petit tour à Rungis, c'est très important pour justement avoir des idées un petit peu. Ouais. Voilà, tiens, petit produit comme ça, c'est joli. Donc voilà, et puis voilà, ça c'est un produit qui est sympa et puis qui est original, un mini concombre. Donc on peut les creuser, les ouvrir, les farcir, on peut faire plein de choses avec ça. Ça c'est voilà, ça sent bon. Puis il y a le côté asiatique là, mais et ça c'est pareil, on peut le faire intervenir dans plein de recettes. Donc ça c'est bien. Mini concombre, gingembre, champignons. Le défi quotidien de Bernard, c'est de renouveler le menu présidentiel. Il faut que tous les menus soient différents, il faut que les garnitures changent tout le temps, on n'a pas de carte. Donc c'est un peu la difficulté de changer en permanence tout ce qui va être servi au président. Alors ça va se passer sur un mois, je ne peux pas me permettre de refaire le même plat. Des nouvelles idées, Bernard en a bien besoin. Le chef doit maintenant cuisiner pour son 6e président de la République. Les goûts des présidents forcément changent, c'est évident. Et donc à chaque fois c'est bien parce qu'on redémarre sur de nouvelles choses en fait. On redémarre comme si c'était une nouvelle maison pour nous. Hein. Donc c'est intéressant. Et donc il y a des produits que certains présidents aiment, d'autres pas. Par exemple l'artichaut. On murmure que le nouveau président n'en serait pas très friand. Ah l'artichaut, ben voilà. Oui. Vous en faites beaucoup en ce moment? L'artichaut, on en met en garniture. Est-ce qu'il est vrai que le président Hollande n'apprécie pas trop? Non, alors après, oui, on en a parlé de ça, mais bon, c'est pas une vérité parce que je crois qu'il est un petit peu comme tout le monde. On a chacun nos goûts personnels. Sur un plat qui va accompagner une viande, moi, je mets toujours environ entre 5 et 7 légumes différents. Donc voilà. Alors, même si, bon, les artichauts, il va les reconnaître, donc il ne les prendra pas. Mais voilà, ses invités peuvent en manger. Au fil de ses 40 années au service des présidents, Bernard a dû faire évoluer sa cuisine au gré des goûts de chacun. Mais on trouve des beaux produits. Voilà, il y a les choux romanesco là-bas, ça c'est un beau produit qui est original. Alors le président Pompidou, c'est vrai qu'on était plutôt dans des plats traditionnels, des plats de terroir. Voilà. Après, avec M. Giscard d'Estaing, on a commencé à amener une cuisine plus moderne. Il a rencontré M. Bocuse à l'époque, M. Troisgros, et puis voilà, on a commencé à prendre un petit virage sur la cuisine plus légère. Voilà. Et après, M. Mitterrand, lui, était axé plus sur le poisson. C'est vrai, il adorait le poisson, les crustacés, toutes sortes de crustacés, plateaux de fruits de mer, tout ça. Après, M. Chirac, on est revenu un petit peu sur des plats de terroir, par petites doses. Mais on a continué à évoluer dans le sens de ce qui se passe dans la vraie vie, en fait, hein, dans les restaurants et tout ça. M. Sarkozy, lui, nous a amené une façon de cuisiner beaucoup plus légère, quand même, c'est vrai. Quelqu'un de sportif, voilà. On a changé un petit peu d'air aussi à ce moment-là. Et puis avec M. Hollande, on reste un petit peu dans le même sillage, hein, de faire attention à ce que l'on fait, des sauces beaucoup plus légères, plus courtes, du poisson, qui est poisson, viande, avec beaucoup de légumes aussi. Mais avec l'élection de François Hollande, la nouveauté sur les tables de l'Élysée, c'est surtout le grand retour du fromage, banni par Nicolas Sarkozy, trop pressé pour les apprécier. Ça, c'est le beau fromage. Voilà, donc tout ça, ce sont des fromages qui sont présents à la table au quotidien maintenant. Hein. Ça fait plaisir? Ah oui, ça fait plaisir, parce que quand même la France, c'est le pays du fromage, hein. Ça, c'est incontestable. Et en plus que des super produits, quoi. Voilà, ça c'est un très très beau bruit. Une très belle maison. Voilà, oui. Il est affiné à souhait, voilà. Comme il faut. Voilà. Et ça, à la table de l'Élysée, c'est un produit comme ça, c'est magnifique. Ah, oui. Puis pour les autres étrangers, voilà, ça ferait partie vraiment des très très beaux fromages. Très beau produit. Cet homme fournit les plus grandes tables de la capitale. Pour convaincre Bernard, une petite dégustation s'impose. Regardez. Regardez déjà, cette pâte, voilà, il y a la couleur qui est serrée, la couleur magnifique. Texture.
La texture, on voit bien la pâte bien compacte, bien serrée. La densité. Voilà, et vous allez voir le goût. Ouais. Extraordinaire. Déjà, ça sent très bon. Ah bon, ça. Oui. Très très bon. Est-ce que vous goûtez tout ce que vous servez? Alors, je goûte quasiment, oui, pratiquement tout, parce que d'abord j'aime manger aussi, moi. Sinon, on ne peut pas faire cuisinier. Hein. Mais voilà, c'est un plaisir toujours de déguster les choses. En tous les domaines. Fromage particulièrement. Oui, moi j'aime beaucoup ça. Ça, là, c'est beau, hein. C'est bon, hein. Encore un petit bout? Ah oui, je veux bien, oui. Merci. Oui, très très bon. Bernard aime le fromage, on l'aura compris. Mais quel est le préféré du président Hollande? Le président Hollande, il est quand même sur le comté, choses comme ça. Ouais. Ça, il y a une préférence, mais après, il apprécie quand même tous les autres parce qu'on le voit quand le fromage revient, puis avec le maître d'hôtel, on en parle. Si le fromage est de retour, d'autres produits en revanche ont disparu de la table du président. Le gibier est moins présent, ainsi que le foie gras. La crise économique est passée par là, et le palais doit montrer l'exemple. On fait très attention au budget maintenant. C'est vrai que la truffe, on l'utilise quasiment plus. Le caviar, ça c'est évident, on n'en s'en sert pas du tout. Et voilà. Et puis après, on fait très attention à la destination, je disais tout à l'heure, parce que si on reçoit le président des États-Unis, bien sûr, on va essayer de faire le mieux possible. Mais après, voilà, mais après, si c'est un déjeuner de travail, là, du coup, on réduit tout, on n'utilise plus ces produits, on arrive dans des produits basiques. Un déjeuner de travail, on ne va pas mettre du homard, ça ne sert à rien. Donc voilà, tout simplement. Je vous mets ça demain matin? Demain matin, très bien. Génial, merci. Formidable. Ouais. Merci. Merci. Au revoir. Il est 8 h. Les halles sont maintenant vides, mais la journée de Bernard ne fait que commencer. Direction l'Élysée, où le chef cuisinier se révèle aussi un chef d'entreprise très scrupuleux. Il est comptable de l'argent public. Même si le budget des cuisines a été réduit, Bernard dispose encore d'un peu plus de 4 millions d'euros chaque année. C'est beaucoup d'argent, mais la rigueur est quand même de mise. Ça, tu vas l'ouvrir, ça? Attends 2 secondes, alors. Pour des raisons de budget, Bernard a appris à faire des économies. Exemple, le saumon fumé. Ici, il est fait maison. Alors c'est un petit fumoir, hein, bien sûr, mais bon, ça nous correspond. Hein. On n'a pas besoin d'avoir un gros volume. Et donc on a mis à mariner, on a mis au sel tous les filets de saumon hier soir. Et puis ce matin, ils ont été nettoyés et mis dans le fumoir. Voilà, ça va durer environ 45 minutes avec de la sure de hêtre, voilà, qui est en train de se consumer. Voilà. J'insiste beaucoup sur le coût parce que maintenant les choses sont quand même très chères et le saumon fumé, c'est quand même assez facile à faire. Donc autant qu'on le fasse maison. Voilà. Autre exemple à la pâtisserie. Tout est aussi fait maison, notamment les viennoiseries servies pour le Conseil des ministres, le rendez-vous phare du mercredi matin. On est environ sur 50 à 60 croissants, autant de pain au chocolat, et puis voilà, et quelques pains au raisin également. Et ils sont mangés et appréciés. Voilà. Des croissants pur beurre, on est bien loin des dîners de gala qui font la réputation de la maison. Ça c'est presque cuit. Il y a encore un petit peu de fermeté, donc il y a encore une petite heure de cuisson, quoi, à peu près. Hein. En réalité, dans les cuisines de l'Élysée, on ne nourrit pas que les grands de ce monde. Ça, c'est destiné au personnel. Un bon pot-au-feu, voilà, avec plein de légumes. À l'Élysée, on cuisine tous les jours, environ pour entre 150 et 200 personnes. Voilà, ça comprend énormément de choses, hein. C'est très varié. Il y a le personnel, il y a les secrétaires dans les bureaux, certaines. Il y a les conseillers du président qui ont droit à des tables de travail, tout simplement. Voilà, alors les menus ne sont pas tous les mêmes, bien sûr. Après, il y a le président, la partie privée, la partie officielle, les cocktails, les buffets, quelques repas avions également. Donc tout cet ensemble, sur l'année, on arrive à lisser environ 150 à 200 couverts jour. Voilà. Qu'il cuisine pour les personnes les plus puissantes de la planète ou bien pour le petit personnel du palais, Bernard porte toujours autant d'attention à tout ce qu'il fait. Donc voilà, ça ce sont des poireaux qui sont en train de cuire. Regardez, voilà les pommes de terre. Non, elles sont bien, très très bien cuites. Voilà, ils ont été parfumés, tout c'est bon. Ça sent très bon.
Francis est en train de nous faire des échalotes confites qui vont servir avec de la viande. Alors ça, c'est une sauce au poivre. Ah, c'est très très bon. Et parfois, Bernard se remet lui-même au fourneau pour rissoler ses filets de saumon. Car le chef reste avant tout un cuisinier. Une tradition familiale chez les Vautions. Alors j'ai un oncle qui était charcutier traiteur à côté de Paris, et ma mère surtout qui était cuisinière dans un château en Sologne. Donc voilà, et moi j'ai été bercé tout petit dans cette atmosphère, dans la cuisine avec elle, à partager, à goûter les casseroles, lécher les casseroles, hein, quand j'étais gamin. Et donc c'est vrai, et puis donc tout naturellement, je me suis dirigé vers ce métier en fait, oui. Au fur et à mesure, le petit garçon va se découvrir une vocation. Par la suite, en véritable autodidacte, il va apprendre et progresser. En 1975, il rencontre Paul Bocuse. À la demande de Valéry Giscard d'Estaing, le grand chef investit les cuisines de l'Élysée. Sous les yeux ébahis du jeune cuisinier, il crée une soupe aux truffes qui va devenir célèbre. À 60 ans, Bernard a su à son tour devenir un modèle en maintenant la table de l'Élysée au plus haut rang. Sa réputation a fait le tour du monde. Il fait d'ailleurs partie d'un club très exclusif, celui des cuisiniers attitrés des chefs d'État, le club des chefs des chefs. À quelques encablures de la Tour Eiffel, le Plaza Athénée, un palace parisien au prestige indémodable. Bernard a donné rendez-vous à ses collègues du club des chefs des chefs. Ce club très sélect regroupe le cuisinier du président Poutine, celui de la chancelière Angela Merkel à Berlin. Ils sont anglais, chinois ou bien israéliens. Et Bernard a une place de choix, côte à côte avec Christetta Comerford, celle qui mitonne les petits plats du président Obama. Chaque année, le club des chefs rend visite à l'un de ses membres. Cette année, c'est à Paris, et le maître de cérémonie, c'est Bernard. Le créateur de ce club, c'est Gilles Bragard, un homme d'affaires passionné de cuisine. Il a fondé ce G20 des cuisiniers en 1977. Et il a sa petite philosophie bien à lui de la diplomatie. Vous savez que Talleyrand disait à Napoléon aussi, donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités. Et je suis intimement persuadé, et les chefs aussi, que le rôle qu'ils jouent à ce niveau est important. Et lorsque nous avons rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'an passé, on a eu une conférence avec lui et il nous a rappelé aussi le rôle éminent. Il comptait sur les chefs pour faire progresser la paix. Je crois que la cuisine, vous savez, c'est un peu comme la musique. Il n'y a pas besoin de parler la même langue, on se comprend tout de suite. Commence alors le marathon des chefs des chefs. Après la séance photo, c'est la deuxième épreuve, les interviews. Un exercice inhabituel et apparemment délicat pour Bernard et ses confrères. C'est pas notre façon de fonctionner, hein. On est habitué à être dans les coulisses, dans l'ombre, et on est un petit peu intimidé quand même par cette chose. Mais voilà, bon, on fait avec, on s'adapte. Si Bernard fait profil bas, il semble tout de même plutôt à l'aise dans cet exercice. Ravi de pouvoir dispenser quelques anecdotes à ce journaliste du Monde. Alors ça ce sont des secrets d'État Non, mais non, c'est pas ça. C'est que, par exemple, souvent on me demande quel est le plat favori, des choses comme ça, et on évite de dire, tout simplement parce que lorsque le président se déplace, que ce soit à l'étranger, peut-être moins, mais en province, les gens qui vont le recevoir vont essayer de refaire, insister, faire ces choses-là pour lui faire plaisir, et voilà, ils vont se retrouver avec toujours la même chose à manger, plus ou moins, ou faite de différentes façons. L'histoire des œufs brouillés. Les œufs brouillés de Giscard d'Estaing, ouais, la tête de veau de M. Chirac, et à la fin, à l'Élysée, si on en a fait 2 fois en 12 ans, c'est tout, parce que chaque fois, on lui proposait, quoi. Champagne, petit four et attention en tout genre. Cette année, la rencontre a lieu dans la patrie de la haute gastronomie. Les chefs en attendent une expérience unique. La cuisine française est la base de toutes les cuisines.
Moi, en tant qu'apprenti, j'ai commencé par apprendre la cuisine française. Ici, à Paris, nous sommes dans la Ligue des champions en termes de gastronomie. Moi-même et les autres, nous nous attendons à trouver de l'inspiration, de nouvelles idées, et je suis sûr qu'on ne sera pas déçus. Bernard n'est plus simplement un chef. En accueillant ses confrères, il devient l'ambassadeur de l'art de vivre à la française. Le but, c'est quand même que ces gens, tous ces chefs repartent chez eux avec une superbe image de Paris, quoi, et de la France. Ouais. Très important quand même. Déjà, on est reçus aux places d'Athénée, ce qui est quand même pas rien, quoi. La plupart des chefs n'ont pas l'habitude de coucher dans des palaces comme ça, moi le premier. Voilà, l'excellence française. Moi, je crois qu'il faut absolument véhiculer ça, l'excellence française. Tout semble bien parti. La réception au palace a été à la hauteur. Bernard dispose de 48 heures pour leur en mettre plein la vue. Et il compte bien relever le challenge. Il a même l'intention d'organiser une rencontre avec le président Hollande en personne. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Pour l'heure, il leur a préparé un petit voyage en berline noire avec chauffeur. En fait, on est un petit peu à la place des chefs d'État, là, du coup. Hein, on est de l'autre côté de la barrière, donc c'est vrai que ça fait un certain effet. Direction le château de Versailles, joyau de l'art classique français. Symbole du pouvoir absolu, d'un art de vivre raffiné, ce palais fut en son temps un modèle pour toutes les cours d'Europe. Et la magie fonctionne toujours. Le chef sud-africain, Hilton Little, est subjugué par ses colonnes en marbre. C'est très beau. On a aussi de beaux immeubles en Afrique du Sud. Mais pas comme ça, non. C'est de l'influence romaine, non? Des connaissances architecturales plutôt approximatives. La chef américaine, elle, s'intéresse à l'histoire. J'ai posé des questions sur l'époque de construction et sur les gens qui ont habité ici. Quand on voit cette architecture splendide, c'est tellement fascinant. Et moi, j'ai envie d'en apprendre plus. Ce jour-là, le château est fermé aux visiteurs. Il a été ouvert spécialement pour le club des chefs. Ils sont accueillis en VIP pour une visite privée. C'est la petite salle à manger du roi. C'est là où on présentait au roi 40 plats à chaque repas. Qu'est-ce que l'on mangeait au XVIIIe siècle? On mangeait essentiellement du gibier de la chasse, de la viande, beaucoup de viande. The most important meat it was venison, and with the. Vous imaginez faire la cuisine pour le roi, comment ça peut être? Non. Pourquoi? Oh, ça doit être compliqué quand même. Le dessert qui va conquérir la France et qui bien évidemment va conquérir la cour du roi Louis XV, c'est le baba au rhum. Le roi Louis XV a été marié avec une princesse polonaise. Maria Leszczyńska est arrivée à Versailles avec des cuisiniers polonais et ils vont exporter le gâteau de grand-mère, c'est-à-dire le gâteau de baba, de babcha. Et le gâteau de grand-mère, on l'arrosait de vodka pour les rendre mous, pour les dames âgées qui n'avaient plus de dents. Ça vient là, le baba. Et on va rajouter du rhum par-dessus pour le rendre plus goûteux. Eh bien, je dirais que depuis le temps, on n'en démord plus. Le baba au rhum, ça va délancer. Saviez-vous que la Galerie des Glaces était en fait une salle de banquet? Les chefs non plus, rassurez-vous. Ils viennent d'apprendre que ce joyau était le restaurant préféré de Louis XIV. C'est incroyable, c'est fantastique. Pouvoir découvrir cet endroit pendant une visite spéciale comme aujourd'hui, c'est incroyable. Je suis subjugué. Des élèves sérieux et attentifs, il n'y en a qu'un qui fait le pitre, toujours le même. J'aime faire de la peinture sur des colonnes et des meubles quand je suis chez moi. Alors là, je prends le plus de photos possible. Regardez ça en chocolat. Wow.
Oui, c'est bien, bah oui, les gens sont ébahis, on le voit dans les yeux des gens un petit peu, c'est vrai qu'ils contemplent ça avec plaisir, quoi. Ce que vous vouliez transmettre, c'était quoi? C'était un peu l'image de la France, c'est ça? Oui, et puis les fastes de l'époque, hein, c'est vrai qu'ils ne correspondent plus du tout, bien sûr, maintenant, mais bon, ça existait, il faut le conserver et le faire voir. Oui. Bernard a encore réussi son coup. Mais le palais de Versailles ne sera pas l'écrin d'un déjeuner fastueux. Le chef des cuisines de l'Élysée a choisi de leur faire visiter une vieille dame, tout en fer. La Tour Eiffel, 320 mètres de haut, 2 millions de visiteurs par an et un restaurant très prestigieux, le Jules Verne. Direction le 2e étage, en ascenseur bien sûr. Madame et messieurs, c'est petit. Tout petit. Oui. Ça vous impressionne? Oui, beaucoup. Une vue superbe et un restaurant exceptionnel pour les chefs. Un établissement classé 2 étoiles où il faut réserver des mois à l'avance. Bernard a fait les choses en grand et les chefs savent qu'ils vont passer un instant gastronomique unique. Manger au Jules Verne pour un chef, c'est une expérience unique. C'est vrai que la France a cette culture de célébrer la nourriture. Et je dois avouer que ça manque un peu chez nous, en Allemagne. Celui qui invite les chefs aujourd'hui, c'est lui, Alain Ducasse. Le chef triplement étoilé au guide Michelin possède 20 restaurants dans le monde entier. Entre New York et Hong Kong, le soleil ne se couche jamais sur son empire. C'est quelqu'un qui est très célèbre, non seulement ici en France, mais aussi aux États-Unis. J'ai mangé dans ces 2 restaurants, à New York et à Washington. Ce qui le caractérise vraiment, c'est le raffinement. Vous prenez un plat tout simple, et lui arrive à le préparer de la manière la plus raffinée qui soit. Il a ce don d'élever la nourriture à son meilleur niveau. Alors pour moi, en tant que chef, c'est un mentor dont je peux apprendre. Meilleur ambassadeur de l'art de vivre à la française, mais aussi homme d'affaires averti, Alain Ducasse est conscient de l'importance de la mission de Bernard. L'idée, c'était d'avoir une certaine idée de la cuisine française contemporaine, juste, efficace, savoureuse, accompagnée des meilleurs crus. On peut le dire parce que c'est quand même l'excellence de la France, avec un peu de Dom Pérignon, un peu de Cheval Blanc, un peu de Château Yquem. Je pense qu'on aura une synthèse d'un beau déjeuner à Paris aujourd'hui. C'est une certaine idée de l'excellence à la française avec laquelle ils vont retourner et essayer d'être les messagers de ce qu'ils ont goûté, de ce qu'ils ont vu. L'excellence à la française a un prix. Pour un menu dégustation, ici, il faut débourser 285 €, 20 non compris. Vous venez souvent à titre personnel? Pas pour manger, non. Non. Vous attendez quoi de ce déjeuner? De découvrir ce qu'ils vont nous servir. Et voilà, mais il n'y a pas d'attente particulière, on sait que ça va être super bien. Quoi, donc, voilà. Je veux velouté, de petits poissons porc, un pigeon carpe, un saumon menu, à suivre, un bar carpe. C'est dans ces cuisines ultramodernes que se prépare le menu spécial pour les chefs des chefs. Après quelques amuse-gueules très sophistiqués, ravioles de crabe au caviar, langoustine rôtie avec légumes à la grecque, bar avec sauce d'ugleré, veau au girolles. Pour les cuisiniers, chaque plat est une œuvre d'art et une source d'inspiration. Pourquoi vous faites ça? C'est pour l'inspiration et pour nous aider à se souvenir. Il n'y a rien de pire que de rentrer chez soi après avoir mangé quelque chose de vraiment bon et de ne pas se souvenir. Alors pour tous les détails, on peut toujours revenir sur les photos et vérifier la sauce, les champignons. C'est vraiment très important. Place à la dégustation, qui se terminera au bout d'1 heure par une glace au fromage blanc et aux fraises des bois. Puis, un écrou au chocolat noir.
Ah, ce déjeuner, c'est top. Hein, vraiment. Il y avait une attente, mais en fait, ça se confirme parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est du net, c'est au cordeau, c'est bon, ça n'a rien à dire. Il n'y a rien à relever, en fait. C'est vrai que c'est parfait. Voilà. La barre est placée très haut. Après cette expérience culinaire unique, difficile pour Bernard de faire mieux. Mais pour impressionner ses invités, le chef français a encore un atout dans sa manche, un atout de taille. Direction le palais de l'Élysée, un endroit que Bernard connaît depuis 40 ans. Pourtant, il n'a jamais été reçu en limousine dans la cour d'honneur, tel un invité de marque. Et leur hôte, c'est François Hollande. Le président de la République française a accepté de recevoir les chefs en personne. Bernard a gagné son pari. Monsieur le Président de la République. Un bon copain, oui. Voilà, exactement. Voilà. Travaille une semaine. Bien, mesdames, messieurs les chefs. Il y a déjà des chefs d'État, c'est pas facile, mais des chefs. Qui fait la cuisine pendant ce temps-là? Vous faites un métier qui est très difficile et qui est très exigeant, mais qui est très utile aussi pour les relations internationales. Car selon que vous allez apporter un peu de bonheur à ceux que vous allez recevoir, il peut sortir une négociation heureuse ou malheureuse. Merci. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est quand même, bon, il a autre chose à faire que de recevoir les cuisiniers et il a quand même pris le temps de le faire. Donc ça marque également voilà, ça confirme un petit peu le travail que je fais avec mon équipe. François Hollande, le dernier président pour qui Bernard fera la cuisine. Après 40 ans de bons et loyaux services, il est temps pour lui de tirer sa révérence. Aujourd'hui, Bernard partage son expérience unique à travers des conférences et séminaires dans des écoles hôtelières. Il vient même de publier Au service du palais, ses mémoires qui retracent sa carrière exceptionnelle aux côtés des grands de ce monde. En tant que président d'honneur du club des chefs, il continue à voyager et à faire la promotion de la cuisine française à travers la planète. Dans les cuisines de l'Élysée, Bernard a été remplacé par son adjoint, Guillaume Gomez. C'est désormais à lui qu'incombe la bien lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire culinaire de l'Élysée.